Je voudrais saluer la présence de tout le monde et vous dire grand merci parce qu'au regard de vos multiples occupations, vous n'avez pas hésité de répondre tout de suite à l'invitation qui vous avait été lancée hier soir. Et je profite de l'occasion pour vous présenter nos vœux le meilleur pour l'année nouvelle qui vient de s'ouvrir. Je prie Dieu pour que l'année soit une année de bénédiction et que l'Éternel vous soit favorable à tous égards. C'est en même temps une communication, elle est pédagogique, elle est technique, elle est politique. Il n'est pas question pour moi ici de vous rappeler la chronique qui défrait l'actualité ces derniers temps, mais je vais me faire le devoir de m'adonner à un exercice que j'estime noble, parce que non pas seulement il va vous renseigner, mais également il va aussi renseigner les auditeurs et les téléspectateurs qui vont nous suivre par l'entremise de vos médias. La première question que je vais aborder, elle a trait au rapport qui existe entre les institutions de la République. La deuxième question qui sera traitée, c'est celle de la procédure qui est démise dans la passation de marché. Et ici, plus particulièrement, nous allons parler du FPI et de Thillé Gelou. Et enfin, je pense aborder un peu l'actualité politique et qui sera pris comme divers. Des rapports entre les institutions de la République. Parce que si le Congolais, si l'opinion arrive à maîtriser comment les institutions de la République fonctionnent, on s'évite à inviter des polémiques inutiles sur la place publique pour pouvoir désorienter notre population. Les institutions de la République sont réparties en 3 groupes essentiels. Le premier groupe est composé des institutions qu'on appelle chargées de faire le suivi, le contrôle, évidemment aussi l'élaboration de lois, le média et établir la justice. Là, dans ce groupe-là, vous retrouvez la présidence de la République, vous retrouvez l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales. Donc, ils sont dans leur exercice dès lors que, par rapport à un dossier, vous les retrouvez en train de pointer leur nez. Suivi, contrôle, élaboration, justice, médias. Le deuxième groupe est composé des institutions dites des institutions de gestion et d'exécution. Là, on retrouve les ministères sectoriels, les services publics sous leurs tutelles respectives et l'exécutif provincial. Et ici, pour le cas d'espèce, je prends l'exemple des infrastructures. Donc, par rapport à la gestion dans ces secteurs, c'est le ministre qui a la responsabilité. Ce sont les offices commis à sa tutelle. Pour le cas sous examen, donc, c'est l'OVD par exemple, c'est l'office des routes, c'est les FONER, et j'en passe. Et s'ajoute l'exécutif provincial, qui est aussi dans la gestion et dans l'exécution.
Et enfin, c'est le regroupement des institutions dites de financement. Dans les institutions de financement, vous retrouvez les ministères des Finances qui balayent tout le secteur. Vous avez la Banque africaine de développement qui est un partenaire de la RDC. Vous avez la Banque mondiale. Vous avez l'Union européenne et d'autres agences des Nations unies qui apportent aussi leur financement par rapport aux projets qu'on peut disposer. Alors, si déjà à votre niveau, à notre niveau, nous comprenons les rapports qui existent, tels que je viens de le brosser, on s'évite trop de problèmes et de polémiques inutiles. La présidence de la République est dans son exercice. Lorsque vous voyez un conseiller dans un chantier en train de suivre un projet, en train de poser des questions, la présidence de la République ne peut pas, ou un conseiller du chef de l'État ne peut pas se mêler de la gestion. La gestion est réservée au ministère sectoriel, l'exécution aussi y compris, et aux offices commis à sa disposition. Agir autrement nous pousserait tout simplement à dire que nous ne respectons pas l'État et que nous sommes dans une jungle. Or, à ma connaissance, la République démocratique du Congo est un État qui se veut être respecté et un État qui fonctionne selon les normes. Alors, il est important pour nous de pouvoir comprendre, établir et maîtriser ces rapports tels que je viens de le brosser. Il n'y en a pas d'autres explications. Alors, le deuxième point, c'est la problématique de la procédure de passation de marché. Pour qu'en fin de compte, la population, l'opinion constate que telle part, on est en train d'exécuter un marché public. Dites-vous qu'avant que ce marché-là ne commence à être exécuté, il a suivi la procédure. Sinon, il ne serait pas en train d'être opérationnel. Et pour bien expliquer, pour bien vous faire comprendre, je prends directement l'exemple du marché ou de projet soutenu par le FPI qui fait couler tant d'encre et tant de salive. Le FPI est dans son exercice lorsqu'il est en train d'exécuter un marché. Parfois les gens se posent des questions pour dire mais les FPI aussi, réfléchissons, il vient faire quoi dans les infrastructures tel qu'il est le cas ici chez nous. Un des objectifs assignés à la mission du FPI, c'est aussi de réaliser des projets d'utilité publique. Lorsqu'il a récolté l'argent, il peut décider de réaliser le projet d'utilité publique. Et ici, pour le cas d'espèce, au Kasaï, le FPI est en train d'exécuter certains projets d'utilité publique. Mais comment est-ce que le FPI est arrivé à commencer à identifier ces projets? Nous sommes au Mwanda, où le chef de l'État échange avec le FPI sur la possibilité de pouvoir exécuter certains projets. Recommandation est faite au FPI de procéder à des missions d'identification parce qu'il veut réaliser la volonté du chef de l'État. Le FPI descend à Mbujimayi en mission d'identification. Entre en contact avec le gouverneur. À l'époque, ici, nous sommes avec le gouverneur Maouija.
Les missions d'identification sont faites et il est retenu ensemble de commun accord avec la province un panorama de projet. Pour lequel, d'ailleurs, vous avez déjà, il y en a qui sont en train d'être exécutés et il y en a qui seront exécutés, qui vont commencer à être exécutés d'ici là. Là, c'est des chefs directement avec le FPI. Mais le FPI rentre chez le président de la République pour poser la question. Excellence, monsieur le président de la République, vous êtes président de la République, nous n'aurons pas tout le temps la possibilité de vous rencontrer. Il nous faut un interlocuteur qui peut faire le trait d'union entre vous et nous. Là, sur la table de discussion, il y a quelques conseillers du président et quelques ministres, en l'occurrence José Mpanda. Le chef de l'État est clair. Il dit, pour ce projet avec le FPI, mon point focal c'est David Moukeba. Donc, ici, je suis le point focal désigné par le chef de l'État pour le projet FPI. Donc, je ne parle pas en l'air, je maîtrise le projet. Mais lorsque le FPI identifie, ensemble avec la province, le projet sur lequel il va se déployer, on commence maintenant à remplir les formalités administratives. Parce qu'il n'est pas seulement question d'identifier, par exemple, l'hôpital de Mouya, qui est un hôpital de l'État, mais encore faudra-t-il que la paperasse administrative soit mise en place pour pouvoir mettre ce projet à la disposition du FPI afin que le FPI procède à des études. Et c'est pareil avec tous les autres projets. À Cancel et à Kalenda Moudissi, on dit que non, c'est le diocèse a consenti. Le FPI veut maintenant procéder aux études. Il faut recruter un bureau d'études. Pour recruter un bureau d'études et formaliser la démarche, il faut remplir la procédure de passation de marché. Et la procédure, c'est solliciter l'avis des noms d'objection auprès de la DGSMP, qui est la direction générale chargée de gérer le marché public de l'État. C'est comme ça qu'un bureau d'études a été recruté. Donc là, on est tous d'accord que le bureau qui a réalisé les études a rempli les conditions pour être recruté. Le FPI se constitue en maître d'ouvrage. Mais il dit, je ne peux pas directement, moi, FPI, descendre en Mbujimayi et commence à faire. Il me faut des appuis. Les appuis, ça veut dire trouver un maître d'ouvrage délégué. Et il se résout de pouvoir engager 2 agences locales d'exécution dans la procédure. La première agence locale d'exécution, c'est l'exécutif provincial. La deuxième agence locale d'exécution, c'est les diocèses qui font office de maître d'ouvrage délégué. Donc, jusque-là, la procédure est démise. Il est maintenant question de pouvoir mettre la main sur les entreprises. On décide que ça doit être des entrepreneurs locaux. Et parce que ce sont des entrepreneurs locaux qui passent le marché, c'est l'autorité provinciale chargée de la passation de marché ici sur place. Et c'est cette autorité-là qui a recruté les entreprises qui sont en train de travailler. Ils ne viennent pas de la présidence. Ils ne sont même pas connus de conseillers. La province est dans sa responsabilité.
Alors, pour maintenant commencer à exécuter les travaux, les FPI sollicitent encore l'avis des non-objections par rapport à ces projets auprès de la DGCMP, qui accorde l'avis des non-objections. Ça ne suffit pas. Il faut solliciter l'approbation du Premier ministre. Le Premier ministre accorde son approbation. Et avant que la DGCMP n'accorde l'avis des non-objections, ça veut dire qu'il passe en peigne fin les dossiers tels que composés, de bout en bout. Parce que notez que la DGCMP a en son sein toutes les technicités requises pour pouvoir étudier tout le dossier, tout le projet de la République. Et ici encore, pour accorder cet avis de non-objection, ce sont les spécialistes maison de la DGCMP qui ont étudié les dossiers. Et ils ont donné leur avis de non-objection. Les services du Premier ministre ont étudié les dossiers pour donner l'approbation. Donc c'est un marché régulier. Jusque-là, il n'y a pas l'interférence ou l'ingérence du conseiller du chef de l'État. Nous venons ici, nous sommes à cheval entre Kinshasa et Mbuji-Mayi pour suivre la procédure des acquisitions, de l'exécution et de la faisabilité. C'est comme ça qu'on voit chaque fois, parce que c'est un programme, comme on l'a dit, un programme présidentiel qui est bien intitulé Programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Alors, comment voulez-vous qu'un programme qui est dit présidentiel, même s'il n'était pas dit présidentiel, mais dans l'exercice des conseillers, il est reconnu au-delà de faire des notes techniques, des avis, de donner des avis et des propositions au chef de l'État, il est aussi reconnu la responsabilité de faire les suivis sur terrain de ce qui est en train d'être fait, parce que c'est le mandat du chef et de rendre compte. Donc nous sommes dans l'exercice de nos fonctions. Voilà comment finalement vous avez vu que le marché sont opérationnels. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Les problèmes surgissent lorsqu'on commence à parler argent. Ah, on a parlé de 2 écoles à Mbuji-Mayi, 2 hôpitaux, un centre de transfusion sanguine et une morgue. Le coût du projet, 14 millions. On crie à la surfacturation par certains acteurs politiques. On crie au détournement par certains acteurs politiques. Maintenant, je vais vous expliquer en tant que technicien quand est-ce qu'on parle de la surfacturation dans un projet dont vous ne maîtrisez pas, dont vous ne détenez même pas le sous-bassement, même pas le descriptif. Mais vous parlez de la surfacturation. La surfacturation n'est évoquée que dès lors qu'on se retrouve devant des coûts unitaires qui ne sont pas reprises dans la fourchette admissible par le Mercuriat de la République. Au regard de la classification des entreprises. Les entreprises sont classifiées en 3 catégories. Il y a la catégorie C, la catégorie B et la catégorie A. Ils ne facturent pas de la même façon. Parce que C, elles viennent de commencer. B, elles ont acquis certaines notoriétés et font face à des taxes, à des impôts. A, c'est encore beaucoup plus d'envergure. Donc, ils ne peuvent pas facturer de la même façon parce qu'il y a beaucoup des intrants qui entrent dans leur mode de facturation. Lorsque vous regardez le coût unitaire repris
dans le bordereau des prix, vous constatez que c'est dans la fourchette admise ici chez nous. Donc cela étant, on ne peut pas parler de la surfacturation. Si vous voulez parler de la surfacturation par rapport au coût global du projet, ça veut dire que vous devez avoir les descriptifs du projet pour déceler les surdimensionnements ou les surdosages. Mais vous n'avez pas ça. Vous êtes intellectuel, de surcroît responsable politique, mais vous parlez de la surfacturation. C'est de la pure distraction. On dit non. Nous avons construit une école à 100 000. Comment est-ce qu'ils peuvent construire une école à 3 millions? En tant que technicien, je me pose la question de savoir si un bâtiment qu'on construit de 6 salles de classe était une école. Tout de suite, je vous dis que ce bâtiment-là n'est pas une école. C'était des solutions de dépannage que l'UNICEF nous avait apportées ici parce qu'on manquait. Et moi qui vous parle, entrepreneur dans notre vie, j'étais contre cette politique de pouvoir faire croire aux Congolais qu'un bâtiment de 6 salles de classe était une école. J'ai donné l'exemple, j'ai dit, si vous prenez un étudiant qui termine son cycle de licence en architecture, vous lui demandez de vous produire un projet d'école, il ne va pas dessiner un bâtiment avec 6 salles de classe. Il a échoué, c'est fini. Il va reprendre l'année. Et ici, vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous descendez dans les chantiers, ce n'est pas un bâtiment de 6 salles de classe. Le complexe scolaire, le moins fourni en salle de classe, je pense, il en a 42 ou 43. Et lorsque vous entrez dans les descriptifs, vous trouvez qu'il n'y a pas seulement de salles de classe. Il y a des bureaux, il y a des laboratoires, il y a des salles techniques, il y a des aménagements, il y a des latrines dignes, il y a une indépendance en sources énergétiques, il y a une indépendance en dessert en eau potable, et ces écoles sont équipées. Dans ces coûts-là. Pareil pour les hôpitaux. Hier, l'hôpital général de la Mouille a été un mouroir. Lorsque vous y allez avec la fièvre, vous pouvez y ressortir avec d'autres maladies. Moi, je suis passé par là. Mais nous sommes en train de construire un hôpital avec tout le plateau requis qui répond aux exigences techniques dignes d'un hôpital moderne. Tout le plateau, les 5 plateaux requis. Ça veut dire les urgences, la pédiatrie, l'obstétrique, la chirurgie. Donc, vous retrouvez tout ça là-bas. Et ces hôpitaux seront équipés et alimentés. Pourquoi vous voulez parler du développement, mais vous ne voulez pas être conséquent? Le développement a un prix, le développement a un coût. Et les standards des infrastructures dignes d'un développement sont très différents de ce qu'on a toujours eu l'habitude de nous présenter. Pouvez-vous construire un collège Boboto à 100 000 $ pour ceux qui ont déjà visité Kinshasa? Pouvez-vous construire un complexe tel que Imara à Lubumbashi à 100 000 $ pour ceux qui ont déjà visité Lubumbashi? Pouvez-vous construire un complexe, un collège comme Al-Fadjiri à Bukavu à 100 000 $ pour ceux qui ont déjà visité Bukavu? Vous ne voulez pas avoir des complexes scolaires dignes
à Mbujimaï, au Kasaï. Vous voulez qu'on continue à reproduire vos bâtiments de 6 salles de classe et on les appelle abusivement écoles. Le coût d'une maison n'est pas fonction de sa superficie. Je peux avoir une maison de 100 mètres carrés que j'ai construite à 100 000. Toi, tu peux avoir une maison de 100 mètres carrés que tu construis à 500 000. Mais c'est lui qui passe avec l'œil de quelqu'un qui apprécie, il sait voir que non, et on joue au mouille, papa. Me dit ma chambre à mon moment, mais c'est ça le développement. Vous ne voulez pas soigner les gens ici sur place à Kinshasa, où on n'a pas un problème, et sur place à Mbujimaï, où on n'a pas un problème de matériel d'imagerie, où on n'a pas un problème de matériel de laboratoire. Mais ça a un coût. Et c'est dans ce coût pour lequel vous criez tant. On parle de 14 millions. Mais moi, durant tout mon mandat, je n'ai jamais vu 14 millions. Le plus grand projet que j'ai fait, c'était 4 millions, 5 millions. Mais c'est à ton époque. Le marché ici, c'est un marché dit à bordereau de prix. Pourquoi les gens se lamentent? Ça veut dire quoi un marché à bordereau de prix? Ça veut dire que on ne facture que les travaux exécutés. Donc, même si j'ai dit que ce projet ici, c'est un projet de 3 millions, si les travaux exécutés ne représentent que 2 millions, les 1 million rentrent dans la caisse de l'État. C'est là où nous on fournit des efforts pour que la mission de contrôle soit véritablement une mission de contrôle. Ça, c'est le rôle aussi de nous qui fassions le suivi. Je pense que les gens peuvent véritablement se calmer. Interdisons-nous d'inviter nos réflexes politiques, nos lignes éditoriales politiques dans la gestion des affaires de l'État. On ne gère pas l'État sur base des rumeurs, sur base des humeurs ou des sentiments.